On retrouve Thierry. Ça faisait... alors, ton interview précédente sur ton poste 11 septembre a très bien marché. Oui. T'as eu des échos? J'ai rencontré des gens qui l'avaient vu. Et qui t'ont dit quoi? Qu'ils étaient étonnés par toute cette histoire, qu'en fait ils ignoraient tout ça. Ouais. Moi j'ai plein de gens qui m'ont dit, mais si Thierry, t'avais 44 ans le 11 septembre. Parce que dans l'interview, tu as laissé planer un doute sur... non, j'avais 24 ans le 11 septembre. Ils ont dit, non, tu avais bien 44 ans. Non, j'avais pas ça. Si, tu peux, mais tu étais dans l'état second. Je peux le dire maintenant, il avait beaucoup bu. On parle Gaza. Oui. Famine ou pas famine à Gaza, parce que c'est quand même le principal, c'est la vie des gens. Est-ce qu'il y a une famine à Gaza? Alors, au moment où nous parlons, elle commence parce qu'il n'y a plus d'aliments au nord de Gaza. Le programme alimentaire mondial a arrêté hier ses livraisons parce que un de ces convois a été attaqué par la foule, par des gens déjà affamés, et un de ses chauffeurs a été tué à ce moment-là. Donc ils ne vont plus amener de quoi que ce soit là-bas. Il y a encore un peu d'aliments au sud de Gaza, mais plus du tout au nord. Donc là, on peut tenir sans manger pendant 3 jours, mais guère plus. Après, on reste sans bouger. Toujours dans l'ordre, j'allais tristement dire anecdotique, on annonçait que l'UNRWA, c'est-à-dire l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés en Palestine, on annonçait qu'elle était en état de cessation d'activité. Alors, mais ils n'ont plus assez d'argent puisque 17 États plus l'Union européenne ont coupé les vivres. On les accuse d'avoir participé. Oui, on les accuse. Il y a une douzaine d'employés sur les 33 000 de cette agence, une douzaine, qui auraient participé à l'attaque du 7 octobre et parce qu'on l'aurait prouvé pour une douzaine, je dis on l'aurait parce que pour le moment on n'a pas publié ces preuves, mais donc à cause de ça, on a coupé les vivres. Donc il faut comprendre que c'est un moyen pour Israël de ne pas honorer l'injonction que lui a faite la Cour internationale de justice, puisqu'il n'y a plus d'office de réfugiés aux Palestiniens. On est désolé, nous on voudrait faire des choses, mais il n'y a plus personne pour le faire. Alors, en même temps, il y a un camp de réfugiés qu'on commence à organiser dans le Sinaï, en Égypte, où il y a des travaux de terrassement et pour aussi de clôture de cet espace, et qui devrait être terminé au vendredi prochain, donc ça travaille jour et nuit. Mais vendredi prochain, il n'y aura toujours pas de toilettes et de tentes pour les gens, il y aura juste un espace clôturé. Alors on parle de Rafah, du coup, puisque en fait ce camp... donc Rafah, je redis pour les Français qui n'ont pas la carte en tête, la bande de Gaza, c'est une bande qu'on traverse en 2 heures en voiture d'habitude. Tout au nord il y a Gaza, et vers le sud il y a Khan Younis, et puis tout au sud contre la frontière égyptienne il y a Rafah, qui est la ville frontière au fond. Il y a un très fort activisme autour de Rafah. Donc les Israéliens parlent d'attaquer Rafah, les Américains leur disent de ne pas le faire. Visiblement les Égyptiens s'attendent à quelque chose. Explique-nous les enjeux autour de Rafah. Dans la situation actuelle, s'il y a une attaque contre Rafah, ça sera certainement des dizaines de milliers de morts. Donc le gouvernement des États-Unis, qui est en période électorale, ne peut pas assumer ce massacre. Jusqu'à présent, il a quand même assumé le massacre de 29 000 personnes. Mais là, bon, trop, c'est trop quand même. Donc le département d'État a demandé qu'il y ait de la modération et qu'on
n'y ait pas une opération très violente sur Rafah. Mais il s'est passé un événement inattendu quand le département d'État a demandé que l'on se modère, pas qu'on arrête, qu'on se modère, c'est différent. Les suprémacistes juifs ont organisé un congrès à Jérusalem intitulé La victoire d'Israël. Et le but de ce congrès, c'était de montrer qu'on allait recoloniser Gaza, qu'on allait réinstaller des populations juives à Gaza et que la population palestinienne de Gaza devait quitter ce territoire. Donc, c'était le début d'un affrontement entre Israël et Washington. Et une grande surprise, à ce congrès est intervenu un rabbin qui avait été condamné en Israël, pas à l'étranger, en Israël, à la prison à perpétuité pour avoir assassiné des Arabes. Alors c'était dans les années 80 qu'il a été condamné. Il a été libéré discrètement et là il venait pour dire c'est le moment. Bon. Donc c'était l'affichage d'une volonté de tuer vraiment, pas de faire des massacres par hasard en essayant de chasser le Hamas, mais vraiment de tuer des Arabes. Et 12 ministres étaient présents à ce congrès, dont Benjamin Netanyahou. Et alors, dans son allocution, ce monsieur a rappelé que dans les années 80, il avait reconstitué le groupe Stern, avec d'ailleurs un ancien du groupe Stern. Le groupe Stern, on rappelle, c'est un groupe terroriste qui avait été créé dans la foulée d'ailleurs de l'Irgun, de Jabotinsky, qui était un groupe qui s'est rendu coupable d'actes terroristes dans les années 40. Voilà, mais donc ce sont des fascistes juifs, puisqu'il n'y avait pas de nazis juifs, mais il y avait des fascistes juifs. Et donc ces fascistes juifs s'en sont pris pendant la guerre mondiale à l'autorité britannique et après la guerre mondiale également. Donc, ce sont eux qui ont tué le ministre des colonies britanniques, qui ont fait sauter le quartier général des autorités britanniques en Palestine, et ce sont eux qui ont assassiné le comte Folke Bernadotte, l'envoyé spécial de l'ONU, qui était venu dessiner l'État palestinien. Donc, se réclamer du groupe Stern, ça voulait dire que ces gens qui ont été capables de s'en prendre à l'autorité britannique dans les années 40 pouvaient s'en prendre aujourd'hui à l'autorité des États-Unis si les États-Unis exigent à nouveau de la modération. Donc, il faut comprendre, c'est une montée en puissance de l'affrontement entre les suprémacistes juifs et Washington. Et Washington a répondu instantanément en faisant signer un décret au président Biden qui a sanctionné quelques-uns de ces suprémacistes et qui surtout a interdit de collecter des fonds pour eux ou de transférer des fonds pour eux. Et ça, c'est valable dans toutes les banques des États-Unis ou les banques ayant des intérêts aux États-Unis, bref, dans tout le monde occidental. Et là, vous avez vu tous les dirigeants occidentaux, les uns après les autres, qui ont eu des déclarations contre ces suprémacistes juifs. Donc, on en est à ce point de l'affrontement où le gouvernement israélien a annoncé qu'il allait déclencher cette attaque contre Rafah au début du Ramadan, le 10 mars. Alors, qui commande? Est-ce que c'est les suprémacistes juifs ou est-ce que c'est les États-Unis? On le saura le 10 mars, mais jusque-là, on ne peut pas le savoir. Et à l'intérieur du gouvernement de guerre des Israéliens, ceux qui sont opposés à ce massacre
sont intervenus en disant, par exemple, le général Benny Gantz a dit si les otages sont relâchés auparavant, il n'y aura pas d'attaque. Bon. Et s'il y a une attaque, nous devons mettre en place des mesures pour éviter de tuer des civils. Bon, mais sauf qu'on sait que il pourra toujours essayer de mettre ces mesures en place. Si son état-major ne veut pas, ça ne marchera pas. Bon, et la Cour internationale de justice a été saisie par l'Afrique du Sud pour une injonction additive sur ce qui se passe à Rafah. Et là, la Cour internationale a dit oui, on rajoute à notre ordonnance précédente que il faut prendre soin de la population civile à Rafah. Alors évidemment, c'est le minimum que la Cour pouvait faire. Et la Cour, en fait, elle continue à s'aligner sur le département d'État des États-Unis. Elle ne dit pas plus que lui. Il faut se rendre compte aussi que le gouvernement américain est lui-même traversé par des vents contraires. Pendant que la Maison-Blanche dit qu'il ne faut pas de massacre à Rafah, le Pentagone prépare des envois massifs de bombes à l'armée israélienne, de bombes guidées. Bon. Donc voilà, tout le monde se regarde en chien de faïence et chacun de son côté essaye de s'assurer de ses soutiens. Mais concrètement, quel est l'enjeu stratégique de Rafah ? Est-ce que les Israéliens veulent attaquer Rafah parce qu'ils considèrent que c'est là que se trouve le noyau du Hamas aujourd'hui ? Mais on n'en sait rien, on ne sait pas où est le noyau du Hamas. Au point que la presse arabe, par exemple Al-Majalla, qui est une revue qui paraît à Londres, explique que les dirigeants du Hamas se sont enfuis par un souterrain et sont allés en Égypte. Mais bon, c'est invérifiable. Hein. Mais selon toi, est-ce qu'aujourd'hui le Hamas est affaibli ? Et est-ce que ces forces se sont rassemblées à Rafah, qui pour l'instant a été épargné par les bombardements? Alors, vraiment, pour moi, je n'ai aucun moyen de vérifier l'état des forces dans Gaza. Toutes les communications sont interrompues, celles qu'on peut avoir sont écoutées par les autorités israéliennes, donc personne ne va parler librement. C'est pas possible de le savoir de l'extérieur. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que le Hamas continue à résister. Puisque les troupes israéliennes, quand elles rentrent dans Gaza, bon, si ce sont des troupes aguerries, elles n'ont pas peur, mais si ce sont des appelés du dernier moment, vous savez, on leur a fourni des couches quand même, donc c'est dire que pour certains c'est terrorisant d'être là-dedans. Alors les Israéliens disent qu'ils ont assez peu de pertes. Bon, ils disent moins de 600 pertes, mais ça paraît un peu exagéré quand même. Donc selon toi, c'est autour du 10 mars qu'on saura si oui ou non il y a une attaque sur Rafah, qui est un enjeu au fond pour comprendre le rapport de force entre Biden et Netanyahou. Oui. Et pendant cette période, Benjamin Netanyahou essaye de mobiliser le plus de gens possible aux États-Unis, tandis que Joe Biden essaye de mobiliser non seulement aux États-Unis, mais aussi dans tout le Moyen-Orient. Et apparemment, actuellement, c'est un consensus. Tous les États arabes, la Turquie et l'Iran, tous ont conscience que le problème aujourd'hui, ça n'est pas Israël, le problème c'est Benjamin Netanyahou. Donc depuis quelques jours,
il n'y a plus d'attaque des troupes des États-Unis au Moyen-Orient. Il n'y a plus que le foyer en mer Rouge, hein, mais on ne tire plus sur les bases des États-Unis. Hein. C'est dire que les Iraniens sont allés voir tous ceux qui les suivent, hein, pour leur dire surtout, restez calmes. Il faut aider les États-Unis cette fois-ci contre Netanyahou. Alors, qu'est-ce que ça peut être aider les États-Unis contre Netanyahou? J'en sais rien. Hein. Alors, en Israël, il y a eu des manifestations pour des élections anticipées. Bon, peut-être c'est ça qui va être choisi, je ne sais pas. Dans la pratique, sur le Liban Sud, parce qu'on parle beaucoup de négociations secrètes d'ailleurs entre le Liban et l'Israël, est-ce que Israël a toujours l'intention d'attaquer le Liban Sud? Alors Israël a toujours l'intention d'attaquer, multiplie les opérations auxquelles le Hezbollah ne répond pas. Et le Hezbollah fait une grande opération il y a quelque temps là, sur une base israélienne, mais ne l'a pas revendiquée parce qu'il a utilisé des armes particulières. C'est la fameuse base de Safed. Voilà, alors c'est une base très importante, hein, pour les renseignements israéliens, cette base. Et le Hezbollah connaissait non seulement l'emplacement, mais les dispositions de la base. Et le Hezbollah a utilisé des armes très sophistiquées qu'il n'avait pas utilisées jusqu'à présent, et que, en vertu d'un accord tacite depuis 2006, il ne devait pas utiliser. Donc on ne sait pas si c'est lui qui l'a fait, mais s'il l'a fait, il est normal qu'il n'ait pas revendiqué cette action. Ce dont il faut se rendre compte, c'est que Israël voit bien qu'aujourd'hui, l'Iran discute avec les États-Unis. Ils ne s'étaient pas parlé pendant plusieurs années, mais probablement par des intermédiaires, pas directement, ils discutent ensemble. Et Israël a le sentiment que une éventuelle alliance des États-Unis et de l'Iran compromettrait la puissance israélienne. Donc Israël, il y a 2 ou 3 jours, a mené une opération contre la population iranienne. Ça n'était jamais arrivé, ça. Ils ont fait exploser 2 gazoducs intérieurs en Iran. En Iran, tout marche au gaz, parce qu'en Iran, il y a du gaz partout. Vous grattez un peu la terre, il y a une flamme qui sort. Hein, donc, les lumières marche au gaz, l'électricité, la cuisine c'est au gaz, le chauffage c'est au gaz, tout est au gaz. Et depuis 2 jours, il n'y a plus de chauffage dans les maisons. Dans aucune maison? Certainement, chez des milliers de gens, il n'y a plus de chauffage et de lumière. Et il n'y a plus de cuisine. Donc c'est une attaque violente contre l'État iranien. Bien sûr, n'a pas été revendiqué, mais tout le monde sait que c'est eux. Hein. L'Iran ne réplique pas pour l'instant. Alors l'Iran ne réplique pas, mais quand il y aura une réplique, il ne faudra pas s'étonner. Hein. Si on faisait ça ici en France, l'État qui ferait ça, il y aurait forcément une réplique. C'était dans la France d'avant. C'était dans la France d'avant. Ton diagnostic dans cette affaire, c'est explosion régionale ou pas? Parce qu'on voit bien que la stratégie d'Israël, c'est de dire quoi qu'il en coûte, nous nettoierons ethniquement Gaza. Pour le moment, moi je ne suis pas capable de dire qui est plus fort entre Washington et Tel Aviv. Je ne sais pas. On va le voir dans les prochains jours. Mais ça pose quand même la question d'abord de la physionomie du lobby pro-israélien aux États-Unis et de son influence. Alors moi j'avais vu qu'il y avait des divisions au sein de ce lobby, c'est-à-dire que l'AIPAC
qui est d'habitude un peu le locomotive des intérêts israéliens aux États-Unis. J'avais dit que l'AIPAC était plutôt frileuse sur la question du conflit, était débordée par sa droite, si j'ose dire. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui sur la façon dont Israël déploie son influence aux États-Unis? Moi, je ne sais pas. Il y a eu un changement dans les personnalités juives qu'on met sur le devant de la scène aux États-Unis. Ce ne sont plus les mêmes personnes. Donc, de même que tu signales que l'AIPAC baisse le ton, bon, il y en a d'autres qui haussent le ton. Mais en fait, il est très difficile aux États-Unis de soutenir ce massacre. C'est absolument inconcevable. Ici en France, il n'y a pas ces images sur les télévisions, mais tout le monde les a sur son portable. Donc ici, il y a une fracturation de la société. Il y a les gens qui ont vu ce qui se passe à Gaza et pour qui c'est horrible, et puis il y a ceux qui n'ont pas vu ces images parce qu'ils regardent juste France 2 et TF1 et bon, ils ne comprennent pas l'intensité et l'ampleur de ce massacre. Et aux États-Unis? Non, aux États-Unis, les gens regardent ça sur leur portable et il y a des chaînes qui reprennent. Est-ce que pour Biden, en période électorale, puisque on voit bien qu'il y a une rivalité forte, un enjeu fort, est-ce que pour Biden, le fait qu'il y ait un massacre à Rafah serait un préjudice, une menace pour sa réélection? Certainement. Il y a déjà eu une vague de démissions dans la haute administration. Il y a eu des pétitions de hauts fonctionnaires contre le soutien des États-Unis à Israël dans ce massacre. Les gens, quand ils ont les informations, ils voient très bien que ce que fait l'armée israélienne, ça n'a aucun rapport avec ce qu'elle prétend faire, avec une riposte à l'attaque du 7 octobre. C'est autre chose que fait l'armée israélienne. Et c'est étonnant de dire ça, mais finalement, aux États-Unis, les gens aujourd'hui sont mieux informés qu'en Europe. Quelle est la position de Trump sur ce conflit israélo-palestinien? Est-ce que sa possible réélection est un enjeu pour Netanyahou? Alors, Donald Trump était, paraît-il, un grand ami de Benjamin Netanyahou. Mais dès le 8 ou 9 octobre, il a dit qu'il fallait virer Netanyahou. Il a dit que c'était lui le problème, dès le 8 ou le 9. Donc, sur le moment, on a essayé de le calmer, mais il l'a dit et redit. Et donc, Benjamin Netanyahou a développé il a envoyé tous les relais qu'il a aux États-Unis pour négocier avec Donald Trump, et je ne pense pas qu'il ait réussi à le faire fléchir. En tout cas, pas pour le moment. Si Donald Trump arrivait au pouvoir, concrètement, il ferait quoi sur le conflit israélo-palestinien? Je n'en ai aucune idée, parce qu'en fait, pour lui, la difficulté, ça serait de se débarrasser des suprémacistes juifs tout en conservant Israël. Donc ça dépend des relais dont il dispose. Bon, certainement, il se serait adressé à Yair Lapid et à Benny Gantz. Mais pour la gauche israélienne, faire alliance avec Donald Trump, qu'on présente comme émanant d'une droite extrême, c'est difficilement concevable. Je pense pourtant que c'est comme ça que ça marcherait. Bon, on attend, on se revoit dans 15 jours. On croise les doigts quand même pour les enfants palestiniens, oui,
qui vivent un martyre. Absolument. Et puis on se on se reparlera à l'occasion finalement du début du Ramadan. Voilà. Et soit on sera heureux que tout ça soit fini, soit ce sera une catastrophe vraiment terrible. À bientôt Thierry. À très bientôt.